Bonjour à tous, je suis Philippe Viexorek. Merci de vous joindre à cette session. On va attendre encore quelques minutes pour que, tout le monde, puisse rentrer dans la salle. Je vois que les noms commencent d'arriver, et puis on démarrera, dans 2 minutes. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette session, ce webinaire, MIAI sur les impacts généraux de la nouvelle réglementation européenne. Je vous propose qu'on démarre. On a le plaisir aujourd'hui, donc je suis Philippe Viexorek du pôle Minalogique. On organise en collaboration, en partenariat avec l'Institut MIAI dédié à la recherche en intelligence artificielle, des webinaires chaque mois sur des sujets qui nous semblent importants au regard de la diffusion et du déploiement de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir maître Sophie Guicherd, qui est spécialiste en droit numérique et particulièrement en intelligence artificielle. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est que Sophie nous dresse le tableau un peu de où en est la mise en place où en est le règlement européen le fameux AI Act et sa mise en place. Et puis évidemment répondre à vos questions. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans l'onglet prévu à cet effet. On prendra les questions en fin de présentation. Donc voilà, et donc je laisse la parole à Sophie, que je remercie encore de se joindre à nous aujourd'hui. Bonjour à tous, donc je suis Sophie Guichard, avocate et docteur en droit de l'informatique. J'ai une activité orientée sur la réglementation applicable aux nouvelles technologies depuis déjà de nombreuses années. Je suis également membre actif de la chaire éthique et IA de Grenoble, qui est pilotée par Thierry Ménissier dans le cadre de l'IA justement et de 3IA. Dans cette chaire, on évoque les questions justement liées à l'éthique et l'intelligence artificielle sous une vision assez protéiforme, puisque finalement l'éthique va toucher, autour de l'intelligence artificielle, va toucher différentes disciplines. Ce qui est le but de cette chaire, c'est de travailler en interdisciplinarité sur des questions précises. Et je pilote avec le professeur Serge Slama la partie relative aux problèmes de droit, éthique et intelligence artificielle. Voilà. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de faire un assez bref état des lieux sur la législation, mais surtout ce qu'on va appeler la réglementation en droit, puisque c'est d'une proposition de règlement dont il s'agit ici. C'est la fameuse DAIA Act, dont on a tous plus ou moins entendu parler, certains pas encore, mais la nouvelle se propage de plus en plus, puisqu'il y a eu un coup d'accélérateur ces dernières années sur ce fameux AI Act. Le projet est né il y a déjà 4 ans, un livret blanc a émergé en 2020 et la politique européenne, c'est vraiment de construire tout un panel réglementaire autour des nouvelles technologies, de leur appréhension et surtout bâtir un édifice qui soit relatif à la protection des personnes privées, des droits et des libertés fondamentales et de construire quelque part un arsenal juridique protecteur et par rapport à l'intelligence artificielle, créer un climat de confiance. C'est vraiment le terme qui revient régulièrement, c'est la confiance. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être justement de vous présenter l'ensemble de ces éléments. Donc, a priori, vous voyez mon écran, c'est bien le cas.
la présentation. Oui, oui, c'est le cas, Sophie. C'est bon, merci. Donc, la proposition de règlement de l'Union européenne a été façonnée, a commencé à être mise en place il y a 2 ans. Et on a eu une première proposition qui a été déjà amendée, puis elle a été ensuite révisée et amendée par le Parlement et par le Conseil de l'Union européenne. Donc, on a 3 versions du document qui constituent finalement un papier assez important qui se veut exhaustif en fait sur la réglementation qui sera applicable à tout système d'intelligence artificielle, qu'on puisse départir finalement et catégoriser ces fameux systèmes d'intelligence artificielle, puisqu'on va parler de ça, non pas d'IA, mais de système d'IA pour le qualifier. Actuellement, on est dans une phase que l'on appelle une phase de trilogue au niveau de l'Union européenne, et les 3 instances majeures sont en conversation pour bâtir le texte final. Donc, une fois que les 3 versions ont été mises en place, l'idée est d'échanger. Il y a tout un calendrier qui a été mis en place jusqu'au 28 octobre, la dernière réunion, est censée être la dernière réunion, pour aboutir à la version définitive du texte. Bon, le texte aujourd'hui, sous la forme proposée, fait autour de 230 pages. Sous la version amendée, effectivement, on multiplie par 3. Et on essaye d'étudier l'ensemble du texte en voyant un peu les enjeux qu'il y a sur la réglementation. On voit que certains aspects sont plus défendus que d'autres selon les instances européennes. Le Parlement européen a mis l'accent, notamment dans ses révisions, sur la protection des startups et des PME et aussi des libertés privées. Il y a une temporisation un peu plus grande du côté du Conseil de l'Union européenne, mais on voit que de toute façon, ils vont finir par converger sur un texte définitif qui sera probablement intermédiaire en réalité sur certains aspects. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de cette réglementation, au-delà même de l'AI Act, le Data Act, ça a commencé un peu avec le RGPD finalement. On a tout un ensemble de réglementations qui ont émergé pour encadrer ces nouvelles technologies qui prennent une ampleur extraordinaire et qui se déploient de manière massive au sein de la société. Elles ne sont pas circonscrites finalement à des domaines particulièrement précis, que ce soit l'industrie ou que ce soit l'armement ou des secteurs bien précis et privilégiés. Là, le souci va venir du fait aussi que ces systèmes d'intelligence artificielle et ces nouvelles technologies en général pénètrent la sphère privée, la sphère de la personne physique, donc la personne dite a priori vulnérable, à l'instar de la notion de consommateur, par exemple. Donc, un livret blanc du 19 février 2020 a mis en place une approche européenne axée sur l'IA, une IA d'excellence et de confiance. Les deux vont de pair finalement. Pour avoir un système d'intelligence artificielle de confiance, il faut aussi qu'il soit éprouvé, qu'il soit stable, ou en tout cas qu'il soit suffisamment robuste pour éviter de nombreux écueils technologiques et a posteriori qui pourraient entamer ou mettre à mal des droits et des libertés fondamentales. Donc les deux vont de pair. On a une vidéo de l'Union européenne dont je pourrais vous parler parce que le son ne passe pas, donc vous pourrez cliquer sur le lien. Cette vidéo montre justement, fait état de toute la politique de l'Union européenne depuis lors pour montrer finalement que toutes ces nouvelles technologies intégrant l'intelligence artificielle sont proches des humains, sont proches de la personne physique. Donc, on a quelque part l'immatériel qui vient pénétrer la sphère quotidienne. Et quel est le but, le leitmotiv des instances européennes pour pouvoir promouvoir finalement les deux volets, c'est-à-dire l'outil en tant qu'une innovation de rupture, une innovation technologique majeure du 21e siècle, mais dans un cadre acceptable pour la société. Donc, on est dans un compromis où la volonté n'est pas de freiner l'innovation, elle n'est pas de circonscrire absolument l'ensemble des systèmes d'intelligence artificielle qui pourraient être déployés, mais bien de le faire le plus intelligemment possible et le plus en conscience possible par rapport à toute cette prise de responsabilité autour finalement d'un phénomène de compliance généralisé où on va inciter les acteurs du privé à prendre des initiatives pour pouvoir assurer des nouvelles technologies qui soient propres d'un point de vue environnemental, certes, mais surtout là, pour le coup, au niveau des droits et des libertés fondamentales.
Donc, la proposition de règlement de l'Union européenne, j'ai suite à plusieurs interventions, il y a des chefs d'entreprise qui viennent me voir en me disant bon, est-ce que l'IA que j'utilise tombe sous le coup de la réglementation ou pas? Et moi, de leur répondre que de toute façon, la notion d'intelligence artificielle et donc de système d'intelligence artificielle est tellement large qu'il est très difficile d'échapper à la définition qui a été adoptée, enfin, qui est en passe d'être adoptée en tout cas par les instances européennes, parce que l'idée est vraiment de couvrir un large spectre, quitte à avoisiner parfois même des notions de logiciels, quoi. Donc, on va avoir déjà une notion très générale en entonnoir, hein, très générale d'abord, sur les systèmes d'intelligence artificielle qui doivent être utilisés pour établir des processus scientifiques ou pour atteindre des objectifs prédéfinis, sans que les étapes des dits processus aient été déterminées en amont par un humain. Donc, c'est un premier critère qui nous permet de dire quand même qu'on va vers une voie d'autonomisation du système. Donc, quelque part, c'est aussi identifier le décalage et l'absence, au moins partielle, d'intervention humaine. C'est un ensemble de données fournies par l'humain ou par un autre système informatique qui va produire ensuite parfaitement des résultats, donc des prédictions, des recommandations, des décisions ou du contenu pour des systèmes génératifs. Donc, je l'ai mis en rouge parce que c'est la nouveauté suite à la médiation et suite à l'explosion finalement des IA génératives ces derniers mois et ces dernières années, où on voit vraiment le buzz qui a percé aussi au niveau de la législation, en tout cas des arcanes juridiques, pour pouvoir le retranscrire dans le texte, même si ab initio, enfin, au départ dans le texte, on avait déjà des notions qui faisaient clairement référence à des systèmes qui pouvaient s'appliquer à l'IA générative, parce qu'on avait des systèmes d'IA à usage général, on avait quand même des éléments de texte qui nous permettaient de couvrir finalement les generative AI, mais pour le coup, ça a été intégré de manière extrêmement précise et ciblée afin de pouvoir clairement identifier. Donc, les systèmes génératifs pouvaient avoir un impact direct sur le monde physique ou digital. Donc, c'est assez nouveau, ça, d'un point de vue juridique. Mais on a une référence régulière. Le Parlement a insisté dessus, d'ailleurs, dans sa version, où on rappelle qu'il y a une intervention sur le monde physique ou digital. Donc, on identifie ces deux sphères. La sphère qu'on va appeler immatérielle, ou en tout cas qui est incorporelle, et la sphère corporelle. Donc, c'est un combat de matérialisation, finalement. C'est pas un combat, mais en tout cas une identification de ces deux sphères-là. Donc, c'est en cela que c'est intéressant, parce que juridiquement parlant, c'est assez nouveau. Quand j'étais en thèse il y a quelques années sur le droit du logiciel, typiquement, on avait beaucoup de mal à identifier dans les textes et à avoir des références qui acceptent d'accueillir la notion incorporelle, donc la notion finalement digitale du logiciel dans les règles liées à la responsabilité civile. Donc c'est intéressant de voir justement que ces deux mondes-là sont clairement identifiés aujourd'hui et ciblés, en tout cas de manière même plus insistante par le Parlement européen. Donc, on a une IA à usage général et les modèles de fondation aussi qui sont intégrés au texte. Donc, comme ça, au moins, quelque part, les generative AI sont clairement couvertes. Ça fait plus débat. Enfin, en tout cas, elles ont été intégrées. Et sans pour autant, à mon sens en tout cas, désorienter le texte initial. Moins l'humain est impliqué, plus le système est considéré comme étant autonome. Ça, c'est une réalité à laquelle on fait face. Et la notion d'autonomie, justement, va permettre de aussi affecter un curseur précis ou plus ou moins précis en fonction du degré de départition de l'action humaine du système d'intelligence artificielle. Donc, après, comme je vous dis, la définition est large, c'est qu'elle va inclure le machine learning sous ses trois formes d'apprentissage, supervisé, non supervisé par renforcement, et couvre aussi plusieurs algos, le deep learning, l'apprentissage profond, les réseaux de neurones, la régression logistique, les méthodes d'optimisation, par exemple. Et on va avoir aussi tout l'aspect des approches liées à la logique et à la connaissance, comme les systèmes experts, les moteurs d'inférence, les bases de connaissances et les raisonnements symboliques. Donc, l'idée a été quand même de couvrir un large panel pour couvrir tous les systèmes d'IA ou apparentés d'IA finalement. Donc là, j'en viens à un tableau qui se veut le plus
comment dire, le moins détaillé possible, le plus succinct possible par rapport aux catégorisations auxquelles on va devoir faire face. Parce que, évidemment, tous les systèmes d'intelligence artificielle ne se valent pas. On a souvent tendance à dire l'IA. Et là, pour faire un clin d'œil à Luc Gilliat qui me disait, effectivement, j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas une IA, mais des IA. Et ça se voit bien de toute façon chez tous les experts en intelligence artificielle. Il y a beaucoup de raccourcis, il y a beaucoup de propos parfois galvaudés. Et la proposition de règlement tente à se départir de ces grandes tendances finalement, parce que même si on parle de système d'intelligence artificielle, on voit bien dans cette proposition-là qu'elle tente à embrasser la multiplicité et à accueillir la multiplicité de ces technologies. Et le but est d'établir un gradient de dangerosité et de risque. Donc, on fait vraiment de l'analyse de risque liée à l'emploi et même au développement de ces systèmes d'intelligence artificielle. Donc, clairement, il y a des territoires qui sont exclusifs et qui sont exclus d'ailleurs tout court. On va appeler les pratiques interdites, ou en tout cas les systèmes d'intelligence artificielle qui sont interdits à la commercialisation. Parce qu'il faut se rappeler quand même que la proposition de règlement vise avant toute chose les sociétés privées qui vont avoir pour but de mettre sur le marché un système d'intelligence artificielle ou qui vont l'inclure en tout cas dans les produits qui seront sur le marché. Donc c'est un raisonnement un peu apparenté aux AMM, aux autorisations de mise sur le marché pour les médicaments. On va avoir tout un process, en fait, un déroulé dans le process d'autorisation avant d'assermenter ou en tout cas de valider la conformité de ces systèmes d'intelligence artificielle, comme les médicaments. En revanche, il y a deux grandes sphères que l'on pourrait identifier comme étant non exposées à cette proposition de règlement. Ça va être la sphère liée aux prérogatives étatiques de sécurité et de défense nationale, où là, on va avoir un droit qu'on pourrait appeler d'exorbitant pour emprunter cette notion de droit public, qui va être vraiment sous-scellé et apparenté à quelque part une bulle, ou en tout cas une sphère non atteignable en tant que telle par la proposition de règlement. Et l'autre élément qui est très intéressant, qui n'est pas complètement exclu, mais qui par contre va permettre de déployer des éléments sans avoir à se soucier finalement de toute la mise en conformité, ça va être ce qu'on appelle les fameux bacs à sable, où l'idée de la proposition de règlement, c'est de préserver la R&D expérimentale. Donc, on va pouvoir développer des solutions indépendamment d'une mise en conformité. Ça va de soi, mais au moins, c'est écrit. Il va falloir bien sûr justifier qu'on est bien dans un bac à sable, qu'on est bien dans un programme de recherche et qu'il n'y a pas d'exploitation commerciale à la clé, en tout cas pas en l'occurrence à ce stade-là, même si après il y aura transposition potentielle dans la sphère privée. Et là, dans ce cas-là, il sera question de la mise en conformité et du marquage quelque part, l'autorisation de mise sur le marché du système d'intelligence artificielle. Mais tant qu'on reste dans de la recherche expérimentale, on va pouvoir quand même explorer un certain nombre de choses sans avoir forcément à montrer patte blanche, en tout cas pour pénétrer un marché donné, ce qui est assez logique au final. Mais tout ça reste malgré tout encadré, puisque le domaine de la recherche reste un domaine très précis et qui doit justifier qu'il reste dans ce domaine-là. Donc tout ça, il va falloir adresser des ponts qui vont être parfois un peu complexes, puisqu'il y a souvent des collaborations et des consortiums entre privés et publics, et dans tout domaine. Donc ces accords de consortium, s'ils visent des systèmes d'intelligence artificielle, devront fondamentalement être adaptés au sein des clauses, au sein des accords et au sein des domaines d'exploitation et de développement pour pouvoir justement entrer en conformité avec la législation. Donc il va y avoir un mélange des genres qu'il faudra forcément appréhender. Ça va faire partie d'un des sujets, parmi les multiples sujets qui vont émerger suite à l'adoption de cette réglementation. Donc les pratiques interdites vont être déjà abordées sous l'angle de l'exploitation des techniques subliminales. Alors pareil, la notion de subliminal va être aussi quelque chose qui va faire l'objet de précision.
par la pratique certainement. En tout cas, le critère que l'on revoit le plus, dont on en entend le plus parler, c'est en dessous du seuil de conscience. Mais encore faut-il pouvoir le justifier et pouvoir apparenter ça à quelque chose de l'ordre de l'absence de consentement éclairé, comme on appelle en droit. Donc, le consentement libre et éclairé, c'est qu'une personne est capable de prendre une décision dans un état de conscience clair et limpide, ce qui est parfois complexe à établir. Ensuite, tout ce qui est relatif à l'exploitation des personnes dites fragiles, notamment liées à leur âge ou à leur handicap. Le scoring social, ça c'est un point extrêmement important, est interdit par l'Union européenne. Donc en fait, on ne va pas pouvoir mettre en place des systèmes d'intelligence artificielle qui permettent d'évaluer les personnes et leur bon comportement au sein de la société pour pouvoir justifier, in fine, l'octroi de certains droits ou de certains éléments du fait de cette bonne note. On prend le contre-pied ici, clairement, par rapport à la Chine. Donc ça, c'est un gradient qui est extrêmement important et surtout qui va permettre de mettre en évidence la préservation des libertés et de l'égalité. Donc c'est une préservation de valeurs fondamentales, ou de droits fondamentaux en tout cas au niveau de l'Union européenne, qui est essentielle. Et l'identification biométrique en temps réel dans les espaces publics et des fins répressives est aussi interdite, mais elle est soumise à de nombreux détails. On peut voir l'identification biométrique va pouvoir être utilisée dans certains cas. Donc, et là encore, on est sur une pratique qu'il va falloir préciser, qu'il va falloir circonscrire et analyser finement pour savoir si justement si on est bien dans une IA interdite ou si au contraire on va basculer dans une IA au risque malgré la détection biométrique. La colonne du milieu, justement, ce sont les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque. C'est l'essentiel, j'allais dire, de la nouvelle réglementation à venir. C'est le cœur du texte. Le texte traite essentiellement des systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, puisque ceux finalement à faible risque ne posent pas vraiment de problème. Ceux qui sont à haut risque, en revanche, vont devoir faire l'objet d'une analyse précise et d'une sécurisation par le biais d'une mise en conformité, d'assessment, d'évaluation du système d'intelligence artificielle. Donc, dans ces SIA au risque, on va avoir une référence déjà à un ensemble de textes pour lesquels une mise en conformité est obligatoire de base, déjà sur certains objets. Typiquement, les jouets sont soumis à un marquage CE, les jouets pour enfants. On va avoir des outils de transport, des outils dans la santé, etc., qui font l'objet de textes précis pour leur mise en conformité. À partir du moment où on a un système d'intelligence artificielle qui est plugué sur ces systèmes-là, ou qui est intégré d'une façon ou d'une autre, il va rentrer forcément dans une catégorie à haut risque. Donc, il va devoir faire l'objet d'un examen précis et aussi d'un suivi précis pour préserver justement le respect de la réglementation. Au-delà de ces textes-là qui sont annexés, on va avoir cette liste qui est résumée très clairement au sein de l'annexe. Alors, c'était l'annexe 3, mais vu que l'annexe 1 qui contenait la définition a été supprimée, il risque de basculer en annexe 2. Donc, cette annexe-là va lister quelque part tous les systèmes d'intelligence qui sont déjà présumés à haut risque. Donc, ils vont devoir faire l'objet d'un examen précis pour pouvoir être commercialisés de manière légale. Donc, on va avoir les systèmes liés à la biométrie, identification à distance, tout ce qui touche les infrastructures critiques, telles les infrastructures routières, l'électricité, le gaz, l'énergie, etc. L'éducation et la formation professionnelle, tout ce qui touche aux emplois, aux ressources humaines, les accès aux droits et aux services publics ou privés essentiels, les systèmes répressifs, la gestion de la migration, asile et contrôles aux frontières, et l'administration de la justice et les processus démocratiques, notamment liés aux élections. On imagine bien que justement, ils devront faire l'objet d'une mise en conformité assez drastique pour pouvoir préserver encore des droits fondamentaux. Sur cette colonne finale à droite, on a des outils déjà qui sont abordés au sein du préambule de la réglementation pour afficher déjà un état d'esprit sur la mise en conformité et la confiance qui devrait être préservée par la commercialisation de ce type d'outils. Donc, la proposition établit une méthode solide d'évaluation du risque permettant de recenser les systèmes d'IA à haut risque qui présentent des risques importants pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes.
Les SIA en question devront satisfaire un ensemble d'exigences obligatoires horizontales, garantissant une IA digne de confiance et faire l'objet de procédures d'évaluation de la conformité avant de pouvoir être mis sur le marché de l'Union. Donc, c'est vraiment le même état d'esprit finalement que le médicament. J'insiste là-dessus parce que ça aide quand même à transposer par analogie le process qui est incité ici. Donc, les SIA concernés par l'évaluation de conformité obligatoire, on le rappelle, c'est les SIA au risque. Les SIA à usage général avec les IA génératives, qui ont une présomption de toute façon de haut risque, et les modèles de fondation. Mais de par leur globalisation, finalement, engendre une part trop importante de risque pour pouvoir échapper à cette réglementation. On va avoir des organismes qui vont être nommés, mais il y a un consensus là-dessus de toute façon au niveau des instances européennes, il n'y a pas de remise en cause sur ce mode de fonctionnement, qui va s'articuler autour d'une autorité qu'on appelle l'autorité notifiante. Alors, la CNIL est pressentie en France, rien n'est fait encore, on verra, en tout cas ils ont étoffé déjà leur force de travail pour dédier des cellules pour l'intelligence artificielle. Donc, l'autorité notifiante, c'est une autorité indépendante qui sera désignée par l'État membre. Donc, chaque État membre aura son autorité qui défendra justement l'application de la réglementation. Et cette autorité se veut forcément indépendante, ça c'est obligatoire, et préservant les obligations de confidentialité. Parce qu'on imagine bien que de toute façon, si on ne veut pas freiner l'innovation et la compétitivité de l'Union européenne, il va nous falloir garantir un certain nombre d'éléments pour que les entreprises, justement, puissent innover et promouvoir des systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, malgré tout, dans un cadre sécure également pour elles. Et donc, en parallèle de ces autorités notifiantes, on va avoir ce qu'on appelle les organismes notifiés, notified bodies, où là, ces organismes-là seront plutôt de la sphère privée et vont devoir faire le lien entre l'entreprise qui va vouloir mettre en conformité son système d'intelligence artificielle et l'autorité notifiante. Donc, ils vont faire procéder aux analyses, au montage des dossiers et la demande de notification in fine à l'organisme, à l'autorité notifiante. Ce qui est intéressant ici, ce qui a été rajouté entre parenthèses, c'est que la volonté quand même de l'UE, c'est aussi de promouvoir une espèce de coopération entre ces organismes notifiés. Donc l'idée étant quand même d'embrasser le fait qu'on est face à une technologie extrêmement évolutive très rapidement et de pouvoir créer un phénomène de coordination avec des use cases qui seraient partagés, en tout cas de manière bien sûr complètement respectueuse des secrets d'affaires et de la confidentialité. Ce n'est pas le sujet ici. Mais il y aura quand même une tendance à évaluer de manière égalitaire les SIA. On imagine bien que si un SIA est présumé ou est identifié comme étant à haut risque d'un côté, il ne faudrait pas que pour l'entreprise Y ce soit le cas et l'entreprise X ce soit pas le cas. Donc il faudrait vraiment, il va falloir harmoniser tout ça parce qu'il va y avoir des normes aussi. Il est prévu qu'il y ait des normes émergent pour pouvoir identifier quelles sont les caractéristiques des systèmes d'intelligence artificielle à haut risque. Et tout ça va se construire en réalité dans le temps, dès que la réglementation sera adoptée. Et tous les États en sont un peu au même niveau à ce niveau-là. Les risques identifiables au regard de la réglementation européenne en cours. On a la gestion et la préservation des données, qui est un premier risque. La data est forcément directement impliquée. Donc, on va commencer avec le RGPD, le Data Act, etc. Il va falloir vraiment renforcer finalement cette hygiène de la donnée et la maîtrise des flux de données et leur utilisation, leur commercialisation. La confiance des usagers. Donc ça, c'est un point extrêmement important puisque les usagers doivent être mis en confiance pour que l'ensemble du système fonctionne et que le déploiement du système d'intelligence artificielle puisse se faire en bonne et due forme, j'allais dire. La fiabilité et l'explicabilité technique. Alors, il y a une insistance aussi là-dessus sur l'XRI pour l'Union européenne, où on va vraiment mettre en avant le fait de pouvoir expliquer pourquoi on a les résultats donnés et pourquoi le système d'intelligence artificielle a abouti à tel type de diagnostic, tel type de prédiction. La qualification de l'IT concernée, classification du SIA, ça va être un enjeu majeur, vous l'avez compris. On a les SIA au risque, interdits, ou au contraire sans risque.
Donc, pour cela, il faut un diagnostic qui sera essentiel pour les entreprises qui auront ne serait-ce qu'un minima de doute. Il vaut mieux ne pas partir du principe que le SIA n'est pas au risque. C'est vraiment extrêmement important, puisque derrière, les implications sont assez lourdes, voire peuvent être dangereuses en réalité aussi. Et il est fondamental, en fait, de prendre les devants et d'être proactif sur ces sujets-là. Le risque financier a été affiché de toute façon, les pénalités vont pas trop varier. En cas de non-respect de la législation, enfin, de la réglementation, actuellement, ça reste l'article 71 de l'EGACT, de 10 à 30 millions d'euros ou 1 à 6% du chiffre d'affaires mondial, le plus gros montant étant retenu. Donc, on peut proposer effectivement une méthode de gestion d'analyse des risques. Donc, c'est le système de gestion de la qualité qui a été proposé au sein du règlement. On a deux outils essentiels là-dessus. Ils sont un système itératif de gestion des risques et la documentation technique. La documentation technique, c'est finalement celle qui va servir pour avaliser le système d'intelligence artificielle, qui va justifier la conformité et qui va servir de support, un support qui ne sera pas figé. On est vraiment dans une forme d'agilité réglementaire là-dessus, puisque de toute façon, les systèmes étant tellement évolutifs, les documentations vont devoir éventuellement et essentiellement s'adapter à ça. Dans les systèmes itératifs de gestion des risques, on a l'identification et l'analyse des risques connus et prévisibles, les plus probables pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux. Il faudra forcément faire appel à la destination du système d'intelligence artificielle pour y trouver des indices et pour trouver forcément une identification précise, puisque la destination va forcément éclairer lourdement sur les risques connus. Et l'évaluation d'autres risques susceptibles d'apparaître, ça on insiste dessus, puisque c'est évolutif. Et des risques peuvent apparaître même dans la vie de la commercialisation, la vie du système et les données du système de surveillance après commercialisation. Donc, ils mettent vraiment en lumière l'utilité et le caractère indispensable d'un système de surveillance avec un plan de surveillance. Et l'adoption de mesures appropriées de gestion des risques, forcément, qui va être corrélée à l'ensemble de ces points. Pour conclure, quelle expertise d'accompagnement pour les entreprises? Il faut savoir qu'un diagnostic DSIA et l'environnement au sein de l'entreprise apparaît comme étant fondamental. Et derrière, d'un point de vue juridico-technique, on va dire, on va avoir on va devoir forcément adapter la rédaction des supports contractuels pour prémunir la responsabilité au maximum et pour pouvoir aussi orienter l'utilisation des SIA et circonscrire les systèmes d'intelligence artificielle pour justement départir les responsabilités des entreprises. Une entreprise qui développe un système d'intelligence artificielle ne peut pas non plus maîtriser en pratique de bout en bout son exploitation. Et ça, c'est un sujet qui m'est souvent revenu aux oreilles. Mais comment on va faire? Nous, on vend des SIA et pour autant, on va pas maîtriser son utilisation finale et le client va pouvoir en faire ce qu'il veut. Et nous, on va devoir être responsable d'un SIA qu'on aura développé, alors que finalement, on n'était pas au fait de l'utilisation qui allait en être faite. Et moi, de répondre que dans ces cas-là, effectivement, il faut circonscrire ça. Pour un médicament, vous avez une posologie, vous avez des effets secondaires, vous avez une information qui est précise. C'est pas tout à fait pareil, mais l'idée étant de dire, voilà, nous, on a bâti ce système d'intelligence artificielle pour tel type de destination. Et même si on nous oblige, parce qu'on nous oblige quand même à suivre nos SIA, l'idée, c'est quand même de prévoir qu'on s'interdit tel type d'utilisation pour éviter les écueils liés au risque. Dans le cas des négociations, évidemment, tout cela fera l'objet de nombreuses discussions. Et l'élaboration de code de conduite et de la soft law, ce qu'on appelle la soft law, c'est vraiment les chartes intégrées aux entreprises avec une forme d'éthique. Et c'est là qu'on va rejoindre aussi le système lié à la compliance et à la préservation de la compliance. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère ne pas avoir été trop rapide ni trop dense. Merci beaucoup, Sophie. Non, tu es parfaitement dans le timing et le sujet mérite d'y passer du temps parce que, comme vous voyez, c'est un sujet qui n'est pas simple et qui peut avoir des jolis impacts. Je vois qu'on commence, je vais rechausser mes lunettes. On commence à avoir quelques questions. Donc, effectivement, on a une première question, savoir si les slides seront mis à disposition, à laquelle j'ai répondu que oui, y compris le replay qu'on postera sur nos chaînes respectives YouTube. Il y a une autre question. Donc, dans l'exemple, je te la lis, Sophie, hein, dans l'exemple des multiples outils se basant sur les API d'OpenAI ou autres IA génératives,
qui devra porter la certification? Donc, qui devra être certifié, OpenAI ou les outils utilisant les API d'OpenAI? Bah, j'ai tendance à dire qu'il risque, alors c'est une question qu'il faudra étudier, mais à partir du moment où on intègre les outils d'OpenAI, OpenAI devra forcément passer par la case de la certification avec tous les outils qu'ils mettent en place. Et j'ai tendance à dire que ça va dépendre s'il y a une modification ou pas, et s'il y a une intégration avec modification, parce que quelque part, de boîte en boîte, si on a des ajouts, et que ces ajouts-là, finalement, vont intégrer aussi la sphère des SIA au risque, il est fort probable qu'elle soit aussi impactée. Juste pour être sûr de comprendre, même si je modifie pas le code d'OpenAI, mon utilisation, alors qu'OpenAI aura certifié et sera autorisé, mon utilisation peut quand même être interdite. Pas Je parle juste de interdite, l'UH pas sans parler de interdite, changement de mais techno. soumise à autorisation. Voilà, ou dangereuse, ouais. Ok, Parce que tous les merci. acteurs sont concernés en réalité. Donc c'est là qu'on Mm. va avoir un phénomène de poupée russe où il y a une volonté de maîtrise de l'ensemble de la chaîne. Ok, merci. Une autre question pertinente, qui est habilité à effectuer ces audits diagnostiques? Est-ce qu'il y a un référentiel unique pour valider pour cette certification? On aimerait bien. C'est un peu le souci, Alors, ouais. alors, les habilitations, en réalité, on va les voir venir, puisque, bon, à supposer que ce soit la CNIL qui soit l'autorité notifiante, il y aura des organismes privés qui ont déjà l'habitude finalement de mettre en place des mécaniques de conformité pour des systèmes d'information informatiques diverses. Là, on va les voir germer, mais ils vont devoir quand même être accrédités. Donc, on va avoir un phénomène d'accréditation qui va être mis en place pour ces auditeurs. Et ces accréditations, en plus, elles seront renouvelées en permanence. Et la fin de la question, c'était quoi déjà? C'était existe-t-il un référentiel unique? Mais s'il y a Ouais, accréditation, il y a de bonnes chances qu'ils aient moins oui, un bah, il y aura un référentiel. listing a priori, mais après, ça encore, ça va être dessiné, quoi. On a les grandes tendances. On va voir aussi par rapport aux normes qui vont être mises en place, parce qu'il va y avoir des normes en plus de la réglementation qui vont nous permettre justement de préciser les aspects techniques. Mais ça, c'est à venir. Mm. Je saute une question, Nicolas, j'y reviens tout de suite. Par contre, je vais prendre celle de Xavier qui est liée à la réponse de Sophie. Il y a le cas particulier des modèles ou des outils qui sont en open source, type Llama 2 ou des choses comme ça. Comment va s'appliquer la législation? Bah, c'est pas parce que c'est de l'open source que ce sera exempt de certification. Ça, c'est sûr. Oui, mais Après, du coup, ça peut pas être les contributeurs de l'outil qui peuvent porter la certification. Donc, j'imagine que ce sera peut-être la personne qui va intégrer le composant open source dans son système d'IA qui ouais, devra porter la certif. ouais. Ah bah oui, oui, à partir du moment où on l'exploite. Moi, je le vois Je comme re- ça aussi, hein. De toute façon, ça me paraît complètement infaisable sur de l'open source avec chaque contributeur qui pourra apporter. Le système n'est pas adapté. Mm. Donc, c'est à partir du moment où ça va être utilisé que ça va, j'allais dire, toucher et contaminer le système qui devra être mis en conformité à ce moment-là. Question effectivement sur est-ce qu'il y a des dispositions particulières liées aux données d'apprentissage? Parce qu'on parle du système d'IA, Ouais. mais peut-être que pour certifier, il faut qu'on se pose la question de d'où viennent les données, etc., Ah, mais etc. complètement, complètement. Et même ça, ça va être complexe parce qu'en plus de ça, on a des éléments supplémentaires qui germent sur la traçabilité, notamment liés aux problèmes de droit d'auteur. Sur les IA génératives, on a eu déjà des problématiques avec, bah, vous savez très bien, hein, sur Midjourney ou autre. Et en fait, l'idée va être, honnêtement, je ne sais pas en pratique ce que ça va donner, hein, mais on va devoir quand même analyser l'ensemble des datasets pour normalement tracer l'origine des données. Et je suis perplexe Sur la faisabilité, c'est ça? sur la faisabilité, c'est clair. C'est clair. Mais Enfin, je comme vous pense qu'il l'aurez va y compris, avoir quand même, si tu veux, il va y avoir quand même une hygiène. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites jusqu'alors, mais c'est quand la législation sera en application
que là, on va instaurer une forme d'hygiène en disant on arrête de faire n'importe quoi avec la data, big ou pas. L'idée étant comment dire, d'assainir la pratique liée aux données qui sont fonctionnées partout, quoi. Ouais, complètement. C'est ce que j'allais dire. En fait, ça va être la mise en application de la loi où on va se poser ces questions-là. Mm. Une question, je pense, à laquelle tu as partiellement répondu. Est-ce que les SIA d'IA génératifs, donc effectivement les textuels ou les plus qui génèrent de l'image, donc est-ce que les IA génératifs d'images seront également concernés? Oui, évidemment. Évidemment. Ok. Oui, autre question intéressante, planning prévisionnel de la mise en place de l'AI Act. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle. Je te laisserai bien répondre. Alors, comme je le disais au début, a priori, la fin de l'année, je touche du bois, hein, même si ça va pas être de gaieté de cœur, mais il y en a besoin. Ça risque d'être, en tout cas, validé d'ici la fin de l'année, c'est ce qu'ils espèrent tous. Comme je disais, les dernières réunions ont lieu fin octobre. Et après la phase de trilogue, normalement, on rentre en phase d'adoption. Et après, sur l'application, on a eu encore plusieurs sons de cloche pour, vous savez, les périodes transitoires Mmh. de mise en conformité. On entend 2 ans, 3 ans. Donc, à valider avec les décrets d'application qui seront certainement, enfin, décrets d'application, le pendant pour l'Union européenne. Avec, si je me souviens bien, il y avait aussi des histoires sur la loi pourrait s'appliquer à des systèmes déjà existants. Oui, Donc avoir une forme de rétroactivité. Donc c'est pas parce oui, que vous avez oui, oui, réalisé un oui, oui, système d'IA, complètement, voilà, complètement, il ouais. faudra quand même être conforme, y compris sur des choses existantes. Exactement. Mais il y aura un certain nombre d'années justement pour permettre la mise en conformité. Une question, intéressante au moment où tu sors du bac à sable, donc tu as effectivement fait tes développements dans un bac à sable. Comment effectuer un premier contrôle du code ou du système d'IA avant de la mise en production pour connaître le niveau d'exposition au risque? Ah bah, j'ai envie de dire, ça dépend ce que vous déterminez quand en fait c'est au niveau du POC, c'est ça? Antoine, je te laisse, préciser si c'est POC ou vraiment, exploit. Et ce que j'aurais envie de dire, c'est au niveau du POC, si on en vient à ce niveau-là, c'est quand même la période la meilleure, à mon sens, pour évaluer la conformité. Si on sait Donc qu'il va être commercialisé, parce que bien sûr, pour l'entreprise, c'est quand même un investissement assez considérable en temps et en finances. Mais ce serait à cette zone pivot qui serait nécessaire d'évaluer la mise en conformité. De toute façon, il n'y a pas de commercialisation possible légalement parlant quand on sait que la législation est en place, tant qu'on n'a pas, il faut identifier ça comme un marquage CE quelque part. donc la bonne pratique, c'est de le démarrer au POC avant de l'amener sur le marché. Je pense. Heu, Est-ce que les détails des outils et méthodologies de certification sont définis dans les IAC? Et est-ce qu'ils sont Oui. prévus et du coup, c'est prévu quand les spécifications quelque part des méthodes de certification? Alors, Des en méthodos de fait, on a certification? déjà tous les grands axes qui sont définis dans les actes. Après, il y a eu débat, donc on va voir les modalités qui seront finalement adoptées. Mais quand je vous parlais des autorités notifiantes et notifiées, on a quand même une batterie de détails sur tout ce qui devra être fourni. La documentation technique qui devra être fournie, la mise en place du plan de surveillance, les mises en place de contrôle, même après commercialisation, il y a quand même une force de détail là-dedans. Et après, on va avoir des textes plus précis aussi sur la mise en pratique. Merci. Il y a plusieurs questions autour de l'explicabilité de l'IA. Donc, est-ce que Ouais, la certification imposera d'intégrer des mécanismes bah d'explicabilité? ouais, bah Et ouais. j'en avais Et vu ça une fait peur autre. à beaucoup, hein. Ouais. Bah, avec CI, oui, sachant qu'il y a plein, enfin, c'est très compliqué de se dire, on arrive à maîtriser, on sait pourquoi notre IA, elle donne ces résultats. C'est un sujet tendu pour, en tout cas, les techniciens avec lesquels j'ai discuté. C'est pas évident. Mais pour autant, il y a une vraie volonté de mettre en place à la fois pour la confiance, justement, l'XAI et l'obligation d'information. C'est vraiment ces deux outils. Et ça présuppose qu'on sait définir aussi qu'est-ce que c'est que de l'IA explicable? Parce que bon, il y a tout un débat autour de ça, donc, Ah bah oui, OK. oui, oui, bah alors là, oui, oui. Non, il faudrait en discuter avec des techniciens. Je pense que faire des groupes de travail là-dessus serait vraiment intéressant.
On peut, Milogic, on peut faciliter des groupes de travail, hein, ou des groupes de réflexion sur ces sujets-là. Donc, si vous avez des velléités de créer un petit groupe qui se réunit de temps en temps pour se rendre plus intelligent ou pour publier un papier ou pour faire de l'influence, ben, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, si on est assez nombreux, on se mettra autour de la table sans aucun souci. Est-ce que ces aspects réglementaires ont un impact sur l'orientation des recherches en IA? J'ai pas de boule de cristal. J'aurais tendance à dire oui et non, une bonne réponse de Normand. Alors, s'il y a des Normands dans la salle, je leur en veux pas, donc excusez-moi. C'est juste que je pense qu'autour de l'idée du bac à sable, on a quand même voulu préserver la recherche comme une sphère à part. Mais ce que je pressens malgré tout, ce que je disais tout à l'heure, c'est sur les accords consortium, où on va avoir quand même un mélange des genres. Et là, il pourrait y avoir une orientation possible, puisque de toute façon, on n'est pas sans savoir que les universités et les labos de recherche ont aussi besoin de finances par rapport au privé. Et il y en a de plus en plus qui vont chercher ces sources-là aussi. Et ça va forcément teinter, puisque dans les accords consortium, quand même, le but de l'entreprise, c'est d'avoir au moins un POC ou d'avoir des résultats qui sont applicables. Donc, on n'est plus dans la recherche fonda pure, on va être quand même dans la recherche appliquée. Et je pense que sur la recherche appliquée, ça risque d'avoir un impact majeur. Je pense. Et effectivement, c'est bien des points de vigilance, hein, donc ça aura forcément un impact, alors peut-être pas sur les travaux de recherche, mais peut-être sur ce que les entreprises vont s'autoriser ou vont être autorisées à déployer. Et Elles vont le peut-être point de plus se vigilance, servir c'est des universités, hein, au Oui, mais final. c'est le côté, faut qu'on conserve notre avantage concurrentiel, parce qu'il y a d'autres géographies qui sont moins précautionneuses, Bien sûr. même si, encore une fois, les React, c'est une très bonne chose. Question intéressante, autre question intéressante qui dit si mon utilisation de l'IA générative, c'est un résultat intermédiaire dans la construction de mon système, qui est un logiciel normal, Ouais. et que finalement, ce que j'expose à l'utilisateur global, ça pourrait s'apparenter à un traitement logiciel classique. Est-ce que j'ai quand même besoin de certifier l'utilisation de la partie IA? Faudrait que je comprenne ce que veut dire ce qui sera soumis à un traitement logiciel classique. Est-ce qu'on est sûr d'être dans un logiciel classique? En fait, Parce que on est passé dans la recette par une intégration. En fait, qu'est-ce que l'utilisation de l'IA générative a permis pour pouvoir aboutir au logiciel classique qui sera commercialisé? Xavier, si tu veux préciser, mais on peut imaginer par exemple utiliser une IA générative pour nous aider à coder un système Ouais, logiciel. Tu vois, il y a des approches no-code bien ou sûr. low-code Ouais, qui du coup, bah, ça produit du soft standard, mais oui. c'est quand même une IA générative qui la produit. Et si on maîtrise, alors je réfléchis tout, hein, mais si on maîtrise l'ensemble du système et que le produit final existe quelque part, ce qui nous a permis d'y aboutir, les moyens, tant que l'outil final qui est commercialisé ne rentre pas dans la catégorie d'un SIA au risque, je vois pas où est le problème, j'ai envie de dire. OK. Mais on reste dans la confidentialité de l'entreprise, on reste dans le secret de l'affaire de l'entreprise, on reste dans la sauce interne de l'entreprise. Euh, c'est une réflexion à volo, hein. Il faudrait quand même bien examiner le cas, mais j'aurais tendance à dire, euh, à partir du moment où on a une IA générative qui, elle, derrière, effectivement, a fonctionné, ses data, etc., qui, elle, doit être soumise à tout ce process-là, mais que nous, finalement, on s'en sert, mais que ce dont on s'est servi, finalement, produit un outil qui ne rentre pas du tout dans un SIA au risque, peut-être qu'on passe entre les gouttes, là. Instinctivement, j'aurais tendance à dire ça. Oui, Xavier, pour faire court, j'ai vu que ta connexion Pardon, était instable, mais pour faire court, en gros, si l'IA, c'est juste un outil et qui n'est pas intégré à ton logiciel final, bah, normalement, tu passes c'est un entre peu les les gouttes, deux. pour faire court. Mais ce sera effectivement dans le replay. Merci. Une question effectivement budget. Donc, Sophie, tu as parlé beaucoup du risque et de l'exposition que l'entreprise prend à ne pas se faire certifier ou à traiter le truc à la légère. Par contre, il y a une question budget. Combien ça va coûter de se mettre en conformité? Et ben ça va dépendre de la difficulté des cas. On a commencé à discuter parce qu'en fait, moi, je monte un outil d'analyse sans être organisme notifié, mais par contre, pour faire l'accompagnement des entreprises dans cette mise en conformité.
J'ai une double compétence, il y a celle de Virginie Mativet, qui elle est docteur en intelligence artificielle, et moi, docteur en droit. Et l'idée, c'est de coupler nos compétences pour accompagner là-dedans. Et en couplant nos compétences, on réfléchit au fait que de toute façon, il va falloir adapter en fonction de la situation de l'entreprise parce qu'il peut y avoir un SIA ou plusieurs SIA. Et selon la difficulté, finalement, ça va plutôt se chiffrer au temps passé avec une discussion claire sur les objectifs à mener au sein de l'entreprise. Donc, le budget fixe, c'est difficile de l'établir aujourd'hui. De plus en plus font appel avec, justement, on a ce cadre-là, on fait appel à nous, on chiffre à l'heure en Et réalité. Donc, dans c'est le un budget, budget à prévoir de concert. il y a peut-être deux éléments. Il y a effectivement le côté diagnostic Mm. qu'on peut imaginer quand même à quelques dizaines de cas, on va dire. Et après, il y a le budget peut-être résolution, c'est-à-dire bah, je change ou je contourne ou voilà, Ah bah oui, qui oui, peut ça va induire être des stratégique. modifications majeures dans le modèle ou dans le logiciel et qui là seront peut-être plus coûteuses et qui pourront aller en centaines de cas ou en millions en fonction de la complexité. Ouais. Mm. En termes d'enseignement à l'université, on doit enseigner seulement que les SIA conformes ou il y a une liberté de formation? J'imagine que c'est plus sur des travaux pratiques ou des choses comme ça? Dans le Du cadre de l'enseignement, donc normalement, on est pareil, on reste dans la sphère de l'enseignement. Oui, donc enseignement recherche, donc bac à Ah sable, donc oui, entre guillemets, tout est permis. oui, oui, ça peut être assimilé, oui, Ouais. complètement. Ah bah, heureusement, pitié. OK, c'est rare qu'on ait eu un webinaire à autant de questions, hein, Sophie, c'est le premier que tu fais, mais donc le sujet passionne. Le sujet passionne, on est presque au bout de la session, donc il y a plus d'autres questions dans le chat. Je vais passer 2 pages de pub. Une première pub, sur la prochaine session, de ces webinaires. Donc on aura le plaisir d'accueillir, Renaud Stevens de Calray. Donc Calray, c'est un fabricant de microprocesseurs massivement parallèles et qui se sont spécialisés dans le traitement des objets, et notamment à base d'IA. Et les objets en question pouvant être des grosses voitures. Et puis la deuxième page de pub, si le sujet vous intéresse, on aura le plaisir d'être présent à une table ronde avec Sophie sur ce sujet-là, hein, la singularité du déploiement de l'IA dans l'Europe, au CIDO. Donc ce sera une session plénière. Et la session promet d'être belle puisque, hormis Sophie qui nous fait encore une fois le plaisir d'être avec nous en tant qu'experte de ces choses-là. On aura également un regard philosophique, parce qu'on est beaucoup dans les SHS quand on parle de confiance, d'explicabilité, etc. Et puis on aura des témoignages du directeur de Microsoft France, directeur Azure, qui est très versé là-dedans. Un autre témoignage industriel du directeur numérique du groupe SNCF, et qui est également président de leur fonds d'investissement. Et la cerise sur le gâteau, c'est la présence du Chief AI Officer de Schneider, en la personne de Philippe Rambach. Donc Schneider est la première entreprise à avoir mis un Chief Officer dans son board pour traiter uniquement des questions d'AI. Et on va évoquer encore une fois, on va partir un peu de l'AI Act et puis voir bah, effectivement comment ces grands groupes arrivent à anticiper la mise en place de ce règlement. Effectivement, j'ai vu passer une question sur, vous pouvez effectivement poser des questions à Sophie, hein, elle se fera un plaisir de vous accompagner sur ces choses-là. Donc l'adresse est dans la discussion, donc on le renverra aussi avec la vidéo et le replay. Et donc je crois que c'est tout. Donc il ne me reste plus qu'à vous tous vous remercier et à vous donner rendez-vous soit au CIDO, donc le 20 à 14h, soit le 6 octobre, même créneau qu'aujourd'hui pour la session avec Calray. Encore merci Sophie et bon week-end à tous. À tous.